Gagner une bataille. Faudrait trouver un nom à notre guerre. Mon chien, la guerre des boutons. Je suis Christophe Baratier, réalisateur de la nouvelle Guerre des boutons, et je vous souhaite bienvenue sur clap.ch. En fait, c'est un livre qui, vous l'ignorez pas, est un livre mythique en France, qui est un livre qui fait partie de notre éducation scolaire. Par conséquent, moi, quand je l'avais lu, j'avais été... c'est un livre qui n'est pas si facile à lire, hein. Je veux dire, c'est pas un livre vraiment pour enfants, c'est un peu entre les deux, parce qu'il y a une langue quasiment rabelaisienne, très écrite, avec énormément de patois, qui fait qu'on doit regarder beaucoup d'index pour savoir ce que veut dire exactement quel mot, etc. Mais c'est vrai que comme on est enfant, je veux dire, toutes ces petites guerres de clans, ces guerres de rivalité, ces guerres quasiment de quartier, on les a toutes vécues. Et il faut aussi savoir que ce livre a été rendu encore plus mythique par l'adaptation d'Yves Robert en 61, qu'il l'avait cité dans son époque, et pour moi c'était un de mes premiers chocs de jeune cinéphile. Donc quand on m'a appris que le livre tombait dans le domaine public, c'est qu'on avait à nouveau le droit de faire une adaptation cinématographique, et bien moi étant traditionnellement proche du monde de l'enfance, proche du monde des enfants, et bien j'ai senti que j'avais une envie irrésistible de l'adapter à nouveau, quitte à prendre des risques, quitte après à être jugé par rapport à une œuvre, par rapport à une autre. Enfin bon, dans la vie, il faut savoir prendre des risques, même si j'étais conscient de la hauteur de la tâche, mais il y a des fois où la passion est plus forte que la peur. Oui, je l'ai revu, et aussi bien dans le livre que dans le film. Moi, pour aujourd'hui, il me manquait autre chose, c'est qu'il faut absolument apporter autre chose. Si on veut faire une nouvelle version, il faut réinventer, il faut trouver une autre idée, il faut trouver une autre clé. Parce que ce qui m'a manqué un peu à titre personnel, c'est que je trouvais que, surtout dans le livre, mais aussi dans le film, on a l'impression d'avoir, c'est vrai, une guerre d'enfants qui n'en finit pas, avec une pâture d'adultes assez rustre, assez violente, des paysans violents, et moi j'avais envie d'aller, de chercher quelque chose qui donne une atmosphère peut-être plus dramatique et un côté plus universel à cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de me dire, et tiens, et si on situait ça pendant l'occupation, c'est qu'en fait, l'idée très simple, c'est que pendant que se joue la grande guerre des adultes, se joue la guerre des boutons. Mais cette guerre des boutons, elle n'est pas non plus sans conséquence sur le monde adulte, puisqu'à la fin du film, finalement, la petite histoire va rentrer dans la grande histoire, et tous ces enfants qu'on a vus se battre pour une cause purement puérile et enfantine au début du film, vont finalement, malgré eux, se retrouver emportés dans le grand vent de l'histoire avec un grand H. Fait oublier vraiment totalement toute référence au film d'Yves Robert, là pour le coup. J'ai inventé donc des nouveaux personnages, ça me permettait aussi, puisqu'on est en période de conflit, en période d'occupation, d'apporter à mes personnages adultes une attitude, forcément des personnages un peu plus riches, puisque eux-mêmes vivent beaucoup de conflits. Et les parents sont témoins de ces conflits, sont pris au cœur de ce conflit. J'ai aussi finalement puisé dans certains souvenirs de films d'enfants comme Le vieil homme et l'enfant, ou même Le journal d'Anne Frank, cette histoire de jeunes juifs qui, comme c'était le cas de beaucoup en France, il y avait énormément d'enfants juifs qui étaient cachés dans les campagnes françaises, donc d'apporter aussi cette touche de, j'allais dire, on peut carrément dire de temps, qui apporte une tension, qui apporte un suspense. Cet enfant va-t-elle dénoncé, va-t-elle retrouvée ou pas? Et aussi, du coup, de créer cette histoire d'amour entre le jeune garçon de Braque et cette jeune fille qui est cachée. Et donc, d'enrichir pour moi l'action pour donner, je pense, au-delà des facéties des deux villages de Velleran et de Longeverne, d'apporter aussi un souffle romanesque, romantique, amoureux, qui n'existait pas dans le livre original. Je crois que tout le monde connaissait le sujet. On sait très bien que ces deux villages se font la guerre depuis longtemps. Voilà, mais ça, je crois qu'on avait assez vite fait le tour de la question, que c'est évoqué, et que finalement, au bout du compte, ce qui était plus riche, pour moi, c'était d'apporter justement un souffle plus épique, plus romanesque. C'est pour ça que j'ai un petit peu renouvelé le langage en m'inspirant même des scènes de bataille de films comme Braveheart, pour faire des petites scènes de Braveheart un petit peu miniatures, comme ça, pour enfants, d'apporter une vraie véracité. Une attaque en trêve!
sans oublier la cruauté d'ailleurs, puisque à la fin du film notamment, il y a un enfant de la bande qui est vraiment torturé et pris à partie parmi ses propres camarades. Ce sont des choses qui arrivent dans la vraie vie, les enfants sont extrêmement cruels, donc j'ai pas voulu non plus édulcorer tout pour dire tout le monde est gentil, tout le monde s'amuse. Non, il y a une vraie cruauté chez ces enfants, elle peut s'exprimer, elle s'exprime fortement à la fin du film. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? La guerre psychologique. D'abord, on va t'arracher les ongles. Après, te crever les yeux. Te couper la langue. Si on le trouve. Mais s'exprime aussi leur côté héroïque. Parce qu'il y a un moment où finalement, ça c'est un peu la fable, c'est que tout le monde peut être un héros en soi-même, sans le savoir, des héros malgré nous, et donc on peut devenir effectivement, du jour au lendemain, s'unir et oublier les petites guéguerres pour au moins une journée, comme c'est à la fin du film, s'unir pour une cause plus noble. C'était le plus compliqué, surtout le Braque, parce que le Braque étant le héros du film, il fallait évidemment que je ne me trompe pas sur un personnage. Je savais très bien que chercher un enfant de 12, 13, 14 ans, personne n'est acteur. Donc par conséquent, il faut découvrir qui va le devenir. Voilà. Et donc dans ces cas-là, il faut d'abord, je crois qu'on ne peut pas inventer un talent, et ni encore moins inventer une nature. Donc le Braque, qu'est-il? C'est un héros. Pourquoi? Parce que c'est un rebelle, parce que c'est un romantique, parce que c'est un meneur, parce qu'il est en même temps fragile, il est timide, il est amoureux, il vit des situations conflictuelles avec ses parents. Donc ça embrasse à peu près tout le spectre des sentiments humains. Et donc ça, c'était pas facile à trouver, et je n'allais pas non plus me contenter de faire tous les cours de théâtre à Paris pour voir qui est le plus doué de tous ces acteurs-là. Il me fallait trouver une nature. Et il s'est trouvé qu'on a fait un casting vraiment au niveau national, et qu'en allant à Clermont-Ferrand, qui était non loin du lieu, d'ailleurs en Auvergne, non loin du lieu où j'ai tourné, il s'est présenté ce jeune garçon qui s'appelle Jean Texier, qui voulait au départ simplement faire de la figuration, et qui tout à coup me dit, je lui ai fait passer simplement 2 bouts d'essai, et j'ai trouvé qu'il avait du charisme, il avait quelque chose de fort, il avait quelque chose de rebelle, il avait vraiment tout du héros, et j'ai fait le pari donc de lui donner le rôle principal. Voilà. De la même façon, pour le rôle de Petit Gibus, qui est un peu l'autre rôle emblématique du film, on ne peut pas créer de toute pièce un Petit Gibus, il faut absolument le trouver ou pas. Des boutons. Des boutons. Attendez-moi les gars. La guerre est déclarée, monsieur. Sans blague. Mais je vous ai rien dit. Et quand j'ai vu le petit Clément Godefroy qui est sur cette affiche rentrer dans le bureau de casting et avoir ce caractère déjà, avant même de lui faire passer l'essai, la façon dont il répondait, la façon dont il se comportait, il était déjà un petit Gibus dans la vie. Donc j'allais dire que 90% de la direction d'acteur pour un enfant, c'est déjà faire le bon choix. C'est pénible à partir du moment où on n'aime pas ça. Et je veux dire, même si on n'aime pas ça, c'est horrible de diriger les enfants. En revanche, même si on aime ça, il y a des côtés, c'est pas facile, hein. C'est un peu du cinéma animalier de temps en temps. Il faut savoir leur donner les bonbons, il faut savoir aussi donner sortir la petite trique pour leur dire quand ça va pas bien. Mais en même temps, ils nous obéissent pas comme ça. Ils nous obéissent s'ils nous obéissent. Ils vont dans notre sens s'ils nous respectent. Si jamais on n'est qu'un ogre, ça va pas. Si on dit oui à tout, ça va pas non plus. C'est exactement comme l'éducation d'un enfant, comme si c'était les nôtres. En revanche, quel plaisir c'est de se replonger, parce que beaucoup de gens me taxent un petit peu de nostalgique du passé ou je sais pas quoi. Non, je suis pas nostalgique du passé, et certainement pas de l'occupation allemande, j'aurais pas voulu la vivre, donc il n'y a aucune nostalgie là-dedans. En revanche, si je suis nostalgique, oui, c'est peut-être du temps de l'insouciance de l'enfant, quand on arrive et qu'on est enfant et que tout nous est promis sur Terre, c'est quelque chose qu'on aimerait bien tout le temps renouveler. On aimerait bien à chaque fois se dire, tiens, et si je remettais le compteur maintenant à 0 et que je revive enfin ces 15 premières années d'une vie où on devient un homme, ça serait vraiment très agréable. Donc quand je me replonge dans l'enfant, c'est souvent évidemment dans l'univers de ma propre enfance, à laquelle peut-être je ne veux pas échapper. J'ai toujours pas l'impression d'être un adulte, et c'est pour ça que je fais des films où je me plais et je me passionne à diriger des enfants et à me transporter encore dans cet univers qui était le mien quand j'avais cet âge. J'avais envie d'un couple un peu mythique, c'est-à-dire que certes ce ne sont pas les premiers rôles, parce que
On le sait, les premiers rôles du film sont des enfants, mais j'avais envie, oui, d'un couple. Guillaume, je le connais, on se connaît très bien, mais on se connaît depuis 15 ans, on s'est fréquentés, etc. Laetitia, pour moi, m'avait totalement épaté déjà quand elle a fait sa première apparition dans La Bicyclette Bleue. Je me suis dit, ah, vraiment, il y a une actrice qui est née. Et quand je l'ai vue dans Bardot, j'ai trouvé formidable, et je me suis dit que ce couple marcherait très très bien. Et je trouve qu'ils ont su rester à leur place, sachant très bien qu'ils ne seraient pas, s'ils seraient les vedettes, c'est sans doute d'une affiche, mais dans le film, c'est avant tout un film d'enfant, ils ont parfaitement joué ce jeu, mais je trouvais qu'en même temps, ça apporterait un couple glamour et romantique. J'aime bien, c'est vrai, je ne cache pas, au cinéma, voir une jolie femme et un bel homme qui vivent une belle histoire d'amour. Je pense que ça fait partie quand même des choses qui, au cinéma, sont toujours gratifiantes pour nous et pour les spectateurs. Et c'est ça aussi, le cinéma. L'un et l'autre un petit peu circonspect au départ, en train de se dire, ah, tu veux vraiment faire la guerre des boutons, etc. Ah oui, mais alors qu'est-ce que tu vas me proposer? Parce qu'ils avaient un petit peu peur justement du syndrome, le rôle qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui est uniquement pour dire j'ai un acteur qui fait une participation. Or, quand j'ai dit à Gérard qu'il aurait 2 scènes, mais une scène très forte, où on le verrait complètement fou, allumé de la guerre coloniale, en train de faire boire Petit Gibus, et en train de jouer de la trompette et de chanter tiens voilà du boudin, je me dis ça va l'amuser parce que c'est une apparition forte. Quand j'ai dit à Cad qu'il jouerait un rôle de père violent, mais en même temps on se dit alors c'est qu'un père violent, ce type n'est qu'un crétin, ce type n'est qu'un paysan russe très borné, mais qu'en même temps il y a une dimension héroïque qui se cache. Voilà, donc il y avait quelque chose qui nourrissait ces petits rôles et c'est pour ça qu'ils m'ont suivi. Et puis au-delà de ça, il y a évidemment le fait que oui, quand certains metteurs en scène dont moi, on aime être fidèle à une certaine famille d'acteurs, surtout pour des rôles, parce que Cad a peut-être tourné 6 jours, Gérard a tourné 3 ou 4 jours, donc j'avais besoin de gens qui me suivent un petit peu les yeux fermés, qui me fassent confiance, et qu'on ne mette pas 3 semaines pour se connaître. Voilà. Autant les choristes l'Auvergne était un pur hasard parce que dans les choristes, je crois que c'est un film qui se passe 90% en intérieur, donc j'avais trouvé simplement le château à l'époque qui correspondait bien à l'idée que j'avais, mais on voit assez peu des paysages de l'Auvergne. Or là, j'avais très envie de paysages montagneux, mais pas de haute montagne, pas les Alpes par exemple, mais j'avais besoin d'une moyenne montagne comme ça pour toujours avoir dans l'œil des décors ce qu'on appelle les découvertes, des beaux paysages, quelque chose qui est beau. Et voilà, je me dis pourquoi pas tenter l'Auvergne finalement. J'avais des repéreurs là-bas qui me connaissaient bien depuis les choristes, qui m'ont proposé des paysages que j'ai trouvé absolument sublimes. Donc voilà, j'ai décidé d'y aller là-bas et je crois que je rends justice non seulement à l'histoire, mais l'histoire aussi c'est agréable pour les yeux quand cinématographiquement on peut filmer comme ça des paysages sauvages, montagneux, qui sont sans pollution moderne à 360 degrés. Et donc je pense que ça on le ressent bien dans le film aussi. Tous les jeunes acteurs, à part les 8 principaux, et puis même non, Lebrac est un Auvergnat, donc tous sont issus de la région. Oui. Alors, on était 2 au départ, oui, Lopez Curval est venu après pour donner un petit coup de brillant sur certains dialogues avec sa patte très particulière, mais nous avons travaillé avec Stéphane Keller, ça s'est fait très vite, hein, puisque la décision de mise en production date du mois de novembre 2010, donc par conséquent c'est un scénario que on a écrit en quelques mois, 4-5 mois, ce qui est très rapide pour un scénario de long métrage. Habituellement, les scénarios maturent pendant 1 ou 2 ans. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être l'urgence du challenge, mais parfois l'urgence, ça rend créatif, ça rend dynamique. Et j'ai jamais considéré qu'on avait un scénario bâclé. J'y serais pas allé sur un scénario bâclé. Et même si ce film, c'est vrai qu'on l'a imaginé il y a 9 mois, et il sort aujourd'hui, donc c'est le temps de la naissance d'un enfant, on va dire, c'est extrêmement rapide pour un scénario. Il ne faut pas que ça devienne un cas d'école. Il ne faut pas maintenant s'imaginer que tous les films peuvent être faits en 9 mois. Mais c'est vrai que je pense qu'à part la période de tournage, qui a été, elle, tout à fait conforme, puisqu'on a eu 12 semaines. En revanche, oui, on a mis tous les moyens, on a triplé les moyens humains après, dans toute la post-production, pour être prêt à temps, et en prenant les meilleurs professionnels possibles du milieu pour que ce soit fait, pour que le spectateur ne se dise à aucun moment « Ah, disons, on sent qu'ils ont fait ça vite ». Non, pas du tout. Je ne crois pas du tout que la facture du film, en tout cas, on peut l'aimer ou pas, mais la facture elle-même technique du film ne donne pas du tout l'impression d'un travail qui a été fait dans l'urgence.
partir du moment où on a eu connaissance qu'il y avait un projet concurrent, il n'y en a même pas qu'un seul, il y en avait 2 ou 3 projets d'adaptation. Il était certain que le marché ne pouvait pas tous les absorber, et quand on a su qu'ils allaient tourner très vite, je me suis dit, bon, c'est très simple. Le dernier problème, je crois qu'il n'y a pas la place, il y aura forcément un gagnant, un perdant, même encore aujourd'hui, mais si on sort 3 mois après, on est sûr de perdre, forcément. Donc à ce moment-là, on a mis tous les moyens, évidemment, pour... c'est un peu la compétition par rapport au cinéma, oui. D'abord, on est toujours en compétition contre soi-même. Ensuite, on est en compétition contre les autres films qui sortent le même jour. Et puis là, on se retrouve en compétition avec un film quasiment qui porte le même titre. Donc c'était une compétition que, j'avoue d'ailleurs, je trouve que les gens ont du mal à comprendre, que moi-même aussi j'ai du mal à comprendre, que parfois on trouve absurde, qui est une grande source de confusion chez les spectateurs, parce qu'on m'a déjà raconté qu'à certaines caisses de cinéma, par exemple, les gens veulent aller voir le film avec Mathilde Seigné et Gérard Jugnot. On leur dit oui, mais non, il faut choisir, c'est pas le même. Donc ça crée une source de confusion. Et tout notre travail maintenant, je crois que les 2 films sont vraiment différents. Je n'ai pas encore vu l'autre, mais sont vraiment très différents. Et de montrer que on peut voir les 2, et qu'en tout cas, il ne s'agit pas d'un film qui se ressemble vaguement. Non, les 2 films sont vraiment très différents, quoi. Moi j'aime La Guerre des boutons, je trouve que c'est un beau sujet, donc de voir une adaptation qui est différente de la mienne, justement, ça m'intéresse. Je crois que lui, il a dit que ça ne l'intéressait pas du tout de voir la mienne, mais moi j'essaie d'être un peu plus fair play. À chaque fois c'est le fait du hasard, mais il s'est trouvé que les choristes, oui, j'avais envie de le situer dans une France après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il me semblait que les internats était quand même bien pire à l'époque qu'il était aujourd'hui, donc il me fallait trouver une dureté. Faubourg 36, il se trouve que le sujet m'a plu, oui, c'était l'histoire, les chansons existaient, ça racontait l'histoire d'une petite chronique de Paris avant-guerre, et j'avoue peut-être c'est ma passion de l'histoire, ma passion de l'histoire, et peut-être aussi une certaine passion pour cette période, oui, qui est une période, je crois que, je sais pas, mais dans le monde, je crois qu'on compte aujourd'hui plus de 30 000 films sur la Seconde Guerre mondiale, ce qui est considérable. Donc c'est une période évidemment qui n'intéresse pas que moi, qui intéresse un peu tout le monde. Et j'avoue que peut-être ce sera le dernier volet d'une trilogie autour de ça. C'est vrai que 36, 44, 49, je joue dans une quinzaine d'années, ce qui est assez peu. Et puis aussi le goût des films d'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait quand même assez peu de films d'époque. Et moi j'avoue que pour l'instant, mon prochain film sera contemporain, mais c'est une excitation que je ne suis pas le seul à partager, parce que quand j'entraîne mes collaborateurs, que je leur dis voilà, on va reconstruire, on va recréer, vous allez vous mettre en costume et tout, que ce soit chez les techniciens ou chez les acteurs, ça crée à chaque fois une excitation qui est plus importante que si je leur dis vous sortez du métro Porte de la Chapelle pour prendre le boulevard périphérique à Paris, quoi. Voilà, c'est tout. Je vais essayer d'être contemporain sans être quotidien. En fait, je crois que c'est le quotidien qui m'ennuie un peu. Je veux dire, la routine du quotidien n'est pas un sujet pour moi. J'ai envie de raconter des histoires un petit peu plus amples, un peu plus universelles. Et c'est pour ça que même si ce film est contemporain, il va nous emmener dans un univers que peu de gens connaissent de l'intérieur. Et voilà, au moins là, il y a une introspection, il y a quand même une recréation, il y a du studio, il y a du décor, enfin, il y a des choses que j'aime, quoi. Tradition familiale et théâtrale. Ma grand-mère était actrice, mon grand-père acteur, ma mère était actrice, mon père l'était aussi, mon oncle est acteur et Jacques Perrin il est maintenant producteur et réalisateur aussi, il a fait Océan, et donc c'était quand même compliqué dans le monde du spectacle quand on est fils et petits-enfants d'artisans du spectacle d'échapper à ce monde-là. Voilà. Donc c'est depuis 5 ans que je fréquente les plateaux de cinéma et les velours rouges des théâtres parisiens. Et voilà, c'était très naturel de ne pas pouvoir échapper à cette tradition. Oh, c'est souvent des films qui me donnent envie, pour quelques instants, de changer la mienne. C'est-à-dire soit d'être ému, soit de tomber amoureux, soit de me rebeller. Je peux avoir ça, par exemple, avec... ou alors qui me dérange. J'aime Quentin Tarantino parce que ça me dérange. J'aime Paul Thomas Anderson parce que je trouve ça dérangeant et amusant en même temps. Je trouve ça fort et en même temps pas glauque. J'aime Costa Gavras parce que c'est des films qui me donnent envie. Quand j'avais vu Z ou Missing quand j'étais petit, j'avais qu'une envie, c'est d'aller prendre l'arme pour détruire toutes les dictatures du monde. Et quand je vois un film policier d'Alain Corneau, je suis fasciné par les gangsters. Et voilà, donc je suis absolument éclectique. En tout cas, le cinéma, il n'y a aucun cinéma que je refuse. Il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule chose que je refuse au cinéma, c'est l'ennui formel.
C'est-à-dire quand on m'impose une forme sans rien me raconter, ni sans rien déclencher en moi. C'est-à-dire purement une décoration, j'allais dire descriptive. Voilà. Cinéma de description, de chronique m'intéresse pas beaucoup. À partir du moment où j'ai l'impression que ça a pu changer ma vie, ne serait-ce que quelques heures, voilà, toute forme de cinéma m'intéresse, de Ozu à Mizoguchi, à Wong Kar-wai et à Scorsese. Je crois vraiment, je n'aurais pas la prétention de me nommer cinéphile, mais cinévore, oui, en tout cas.